Bienvenue dans cette deuxième partie sur les États totalitaires en troisième. Donc pour commencer à appréhender ce qu'est le régime nazi, une photographie du congrès du parti nazi à Nuremberg en 1935 où on voit bien l'alignement des croix gammées, les uniformes des membres du parti nazi, le stade rempli de membres du parti nazi très bien alignés, et ici Hitler en train de faire son discours. Donc grand 2, le régime nazi, grand A, la mise en place du pouvoir nazi. Donc Adolf Hitler, très rapidement pour sa biographie, a combattu pendant la Première Guerre mondiale. Il devient ensuite, après la guerre, le chef d'un parti d'extrême droite, le NSDAP, ce qui signifie Parti national socialiste ouvrier allemand, parti nazi. C'est grâce à ses talents d'orateur notamment qu'il arrive à s'imposer à la tête de ce petit parti. Donc comment ce petit parti nazi, sans grande importance dans les années 20, va prendre une très grande importance jusqu'à prendre le pouvoir au début de l'année 1933. Donc on voit bien avec ce graphique qui mélange à la fois le nombre de chômeurs et les résultats aux élections entre 1929 et 1932, l'adéquation entre ces deux courbes. C'est-à-dire qu'on voit qu'en 1929, il y a 1 million de chômeurs en Allemagne, au début de la grave crise économique, et ce nombre de chômeurs va atteindre plus de 6 millions en 1932. Si on rajoute 8 millions de chômeurs partiels, c'est en fait un tiers de la population allemande qui est touchée par le chômage. Dans le même temps, on voit bien qu'en 1929, il y a très peu de voix pour le parti nazi, puisqu'il n'atteint que 2,6%, et que ce total va augmenter à chaque élection pour atteindre un maximum de 37,3% des voix en 1932, puis rebaisser un petit peu à la deuxième élection de 1932. Mais si on ajoute la voix du parti nazi et les voix du parti communiste, on obtient plus de la moitié des voix pour les partis extrémistes qui étaient défavorables à la République de Weimar. Donc en 1932, début 1933, le président Hindenburg va se résoudre à nommer Hitler chancelier allemand, Hitler qui va faire une coalition avec d'autres partis de droite. Donc c'est bien la grave crise économique à partir des années 30 qui va provoquer l'intérêt des Allemands pour des partis extrémistes qui sont prêts à leur proposer plein de bonnes choses, c'est-à-dire la fin du chômage, la fin du traité de Versailles, et c'est ainsi qu'Hitler est nommé chancelier en janvier 1933. Donc la dictature va être mise en place très rapidement en fait, puisque Hitler va notamment proposer des décrets dès le 28 février 1933 qui mettent fin à la liberté d'expression, à la liberté de la presse, qui autorisent les perquisitions, la confiscation de propriété. Donc c'est la fin des libertés. Alors si on rajoute qu'en mars 1933, c'est Hitler lui-même qui va avoir le droit de faire les lois, que le Reichstag, le Parlement allemand, étant incendié en mars 1933, ce sont les communistes qui vont être accusés et qui vont être arrêtés en masse pour être envoyés en camp de concentration. Très rapidement également, les autres partis politiques sont interdits par la loi du 14 juillet 1933, laissant le parti nazi comme le seul parti d'Allemagne. Donc en fin de cette entreprise de démolition de la République de Weimar, à la mort du président Hindenburg en 1934, il n'y a pas de nouvelle élection du président, c'est en fait Adolf Hitler qui va cumuler les deux fonctions de président et de chancelier, et qui va prendre le nom de Führer, c'est-à-dire de guide. Donc on voit bien par tout cela que le régime totalitaire se met en place très rapidement dans l'Allemagne nazie. Ensuite, en juin 1934, Hitler va faire assassiner ses rivaux à l'intérieur du parti nazi lors de la nuit des longs couteaux. Notamment, il fait assassiner Ernst Heuss, le chef des SA, qui comprenait plus d'1 million de groupes paramilitaires qui étaient très fidèles à leur chef. Et Hitler, voulant avoir les coups des franches, être tranquille pour négocier avec les industriels, notamment de l'armement, pour recréer une nouvelle armée, il a préféré se débarrasser des chefs des SA. Donc il se retrouve donc à ce moment-là seul à la tête de l'Allemagne, le dictateur sans aucune limite. Donc grand B, l'Allemagne nazie, un État totalitaire et raciste. Tout d'abord, nous allons voir que c'est un État raciste et antisémite. Alors les premières mesures anti-juives ont lieu en 1935 avec les lois de Nuremberg. Donc ces lois vont notamment interdire les mariages entre juifs et citoyens allemands. Les juifs n'auront plus le droit de hisser le drapeau national du Reich. En fait, les juifs sont
perdent quasiment leur nationalité allemande, même si certains avaient combattu, par exemple, pendant la Première Guerre mondiale, ils perdent leur nationalité. Donc on franchit une nouvelle étape en novembre 1938, suite à l'assassinat d'un ambassadeur allemand à Paris par un juif, le 9 novembre 1938, à l'appel de Goebbels, le ministre de la propagande, les nazis se déchaînent dans toute l'Allemagne contre les juifs. Des synagogues sont brûlées, 91 juifs sont assassinés, de nombreux juifs sont arrêtés et déportés, notamment au camp de Dachau. Et les magasins sont détruits. Alors c'est ce qui a donné le nom à cette nuit, puisque les vitrines des magasins couvraient le sol des trottoirs le lendemain du 9 novembre, et on a donc parlé à ce moment-là de nuit de cristal. Alors pourquoi Hitler et le parti nazi sont antisémites? Alors on le voit dans ce qu'avait écrit Hitler dans Mein Kampf en 1926, où il a théorisé, en fait, repris les théories de l'inégalité des races, donc avec l'idée que les Allemands seraient en fait les descendants d'une race supérieure appelée les Aryens, Aryens qui auraient comme caractéristique physique d'être grands, blonds, aux yeux bleus notamment. Et ces Aryens doivent se débarrasser de leur pire ennemi, les Juifs, qui sont caricaturés en personnes sataniques avec des longs nez, etc. Et donc cette théorie raciale va déclencher pour les Juifs une vague de terreur. Donc pour résumer, les Allemands sont considérés comme des Aryens, une race supérieure qui doit dominer les autres races. Les lois de Nuremberg enlèvent la nationalité allemande aux Juifs. La nuit de cristal marque les premières violences contre ces mêmes Juifs. Donc cette théorie raciale s'applique aussi aux handicapés et aux homosexuels, qui sont considérés comme étant des sous-hommes ou des rebuts de la race aryenne, et qui sont assassinés, voire ou envoyés dans des camps. Petit 2, terreur, encadrement et propagande. Donc comme pour le régime stalinien, la population allemande va être obéissante, et cela va être fait grâce à la propagande, la terreur, mais encore l'encadrement de la population. Donc quelques documents qui symbolisent cette terreur. Tout d'abord la photo d'Heinrich Himmler, qui va concentrer entre ses mains un pouvoir immense, puisqu'il va diriger les SS, mais aussi la police politique, la Gestapo. Alors cette affiche vous montre les différentes personnes qui étaient envoyées en camp, puisque c'était les insignes que portait chaque personne envoyée à un camp de concentration en Allemagne. Donc on voit bien qu'il y avait les détenus politiques, il y avait aussi les juifs, les autres personnes qui pouvaient être arrêtées, notamment vous aviez donc les homosexuels, les tziganes par exemple. Donc autre élément de la propagande nazie et de la mise en place de l'obéissance de la population, les jeunesses hitlériennes. Donc ici sur cette photo de 1934, on voit ces jeunes enfants habillés en uniforme. On voit d'ailleurs sont mis en évidence plutôt les enfants ici blonds qui sont en train de taper sur des tambours. Donc dans ces jeunesses hitlériennes, il n'est pas question d'activité intellectuelle, mais plutôt d'activité physique pour préparer ces jeunes Allemands à être de futurs soldats. Donc cette affiche de la jeunesse hitlérienne de 1935 nous montre justement un jeune Allemand blond qui regarde dans la même direction qu'Hitler mis en arrière-plan. Donc enfin, dernier document pour cette diapositive, un exercice d'arithmétique à l'école sous l'Allemagne nazie, où on fait calculer aux enfants le coût d'un fou, et qu'on compare avec l'argent que doit avoir un jeune ménage, pour montrer qu'en fait il faudrait assassiner et tuer ces fous pour dégager de l'argent pour les Allemands. Dans cette diapositive, on voit une photographie donc d'un auto-da-fé organisé par les nazis. Alors qu'est-ce qu'un auto-da-fé? C'est en fait le fait de mettre le feu à des livres, et donc les nazis vont en fait brûler tous les livres qui s'opposent à leur idéologie, ou qui ne rentrent pas dans leur cadre. C'est-à-dire que sont brûlés les livres des communistes, les livres des juifs, mais aussi tout livre qui n'aurait pas les mêmes idées. De même, toute une partie de l'art va être mise à l'index, c'est-à-dire beaucoup de tableaux vont être décrochés des musées en étant traités d'art dégénéré, notamment les tableaux d'Otto Dix dont on avait parlé lors de la Première Guerre mondiale.
Donc Hitler fait également, tout comme Staline en URSS, l'objet d'un culte de la personnalité. On voit ici cette affiche de propagande où Hitler mène une armée de nazis avec les croix gammées derrière. Il a dans les mains donc le drapeau à croix gammée. On peut remarquer l'aigle impérial au fond, la croix de guerre sur l'uniforme d'Hitler, et il mène donc ces nazis au combat. Une dictée d'école primaire de mars 1934 compare même Jésus à Hitler. On voit bien ici qu'on est dans un culte de la personnalité. Donc pour résumer tout cela, nous sommes bien dans un état totalitaire puisque la terreur s'abat sur les Allemands avec l'arrestation des opposants qui sont tués ou déportés dans les camps de concentration. Le premier est ouvert dès 1933 à Dachau près de Munich. Donc c'est la Gestapo, la police politique, mais aussi les SS, reconnaissables à leur habit noir, qui vont mener cette politique sous la direction de Heinrich Himmler. Donc la population est encadrée notamment par l'intermédiaire des jeunesses hitlériennes qui préparent les enfants à être des soldats. Les programmes scolaires sont nazis, la liberté de la presse est interdite, des livres sont interdits et brûlés, la population est surveillée dans leurs immeubles, dans leurs usines, dans tous les loisirs, comme dans l'URSS. Enfin, la propagande qui est incessante, avec un culte de la personnalité dédié à Hitler, des cérémonies organisées pour impressionner la population, comme les congrès du parti nazi à Nuremberg. Et pour terminer, un symbole de cela, un salut, le Heil Hitler que faisaient les soldats, les membres du parti nazi et petit à petit toute la population quand ils se croisaient, et une devise qui résume cela également, Ein Reich, ein Volk, ein Führer, ce qui signifie un empire, un peuple et un guide. Alors cette caricature d'une carte allemande de novembre 1933, parue dans l'Illustrierte Zeitung, est un excellent moyen de propagande, puisqu'on voit ici en fait l'Allemagne au centre, avec une petite brique qui représente, où est marqué 100 000, ce qui veut dire que l'Allemagne n'avait pas le droit d'avoir plus de 100 000 hommes, d'après le traité de Versailles, et à côté des grosses briques noires tournées vers l'Allemagne, avec l'armée française qui comprend 4 500 000 hommes, ou l'armée italienne avec 3 500 000 hommes. Donc cette illustration a pour but de montrer que l'Allemagne est sous le danger de ses voisins, puisqu'elle n'a plus droit à une armée. Donc c'est cette situation qu'Hitler d'ailleurs va utiliser pour rendre la guerre inévitable, qui sera notre petit 3. Donc pourquoi la guerre est inévitable? Tout d'abord parce que Hitler a dans Mein Kampf théorisé ce qu'on appelle l'espace vital. C'est-à-dire que selon lui, les Allemands sont trop nombreux pour le territoire qu'ils possèdent, territoire qui avait été réduit largement suite au traité de Versailles, et pour permettre aux Allemands de vivre correctement, ils doivent gagner un nouvel espace qui est vital pour leur survie, et cet espace vital à gagner va être déclencheur de la Seconde Guerre mondiale. Alors, comment va se passer cette expansion de l'Allemagne dans les années 30 et comment Hitler va petit à petit détruire les clauses du traité de Versailles et amener à la guerre. Donc, cette guerre va être rendue inévitable donc parce que Hitler remet en cause le traité de Versailles. Il veut la guerre donc pour unir tous les peuples de race allemande et gagner cet espace vital qu'on appelle le Lebensraum en allemand, en conquérant des territoires à l'est. Donc pour cela, il va réarmer l'Allemagne et annexer les territoires voisins, l'Autriche en 1938, la Tchécoslovaquie en 1939. On peut donc le voir sur cette carte. Tout d'abord, il avait d'ailleurs remilitarisé la Rhénanie donc, en 1936. Ensuite, il va faire l'Anschluss, c'est-à-dire l'annexion de l'Autriche peuplée d'Allemands à l'Allemagne. Ensuite, il s'attaque à la Tchécoslovaquie donc, en 1938 en demandant les Sudètes, qui est un territoire frontalier de l'Allemagne peuplé de plusieurs centaines de milliers d'Allemands. Ça va donner d'ailleurs l'occasion d'une réunion à Munich, donc la conférence de Munich, où le Premier ministre anglais et le Premier ministre français, le président du Conseil français, vont accepter à Hitler de lui donner les Sud-Est contre la promesse de qu'il ne fera jamais de nouvelles tentatives pour récupérer d'autres territoires.
conférence qui en fait a un échec au final pour les Français, puisque quelques mois plus tard, Hitler va envahir tout le reste de la partie tchèque, la Bohême-Moravie. Et donc en septembre 1939, dernière étape de ces conquêtes d'Hitler, il va s'attaquer à la Pologne le 1er septembre 1939. Alors, quand il s'attaque à la Pologne, il s'est quand même couvert quelques jours avant, puisque le 23 août 1939, il a signé avec Staline un pacte non-agression, donc qui fait que Staline n'attaquera pas Hitler s'il attaque la Pologne, mais en échange de ce pacte, Hitler laisse aux soviétiques la moitié de la Pologne, et donc en fait, ces deux pays, URSS et Allemagne, vont récupérer les territoires qu'ils avaient perdus lors du traité de Versailles à cette occasion. Donc lors de cette dernière attaque d'Hitler, Français et Anglais finissent par réagir et déclarent la guerre à l'Allemagne. Donc c'est le début de la Seconde Guerre mondiale, le 1er septembre 1939. Donc en conclusion, l'Allemagne nazie et l'URSS communiste sont deux États totalitaires. Donc deux États totalitaires qui, on le voit parce ce sont tous les deux une dictature, avec un chef tout-puissant, un parti unique. Ils mettent en place tous les deux la terreur, avec une police politique et des camps de concentration. Dans les deux pays, la population est encadrée et la propagande est incessante, avec notamment un culte de la personnalité pour le dictateur. Cependant, les deux idéologies ont quand même des différences, puisque l'idéologie nazie est basée sur le racisme, avec les Aryens, l'antisémitisme et une politique guerrière, tandis que l'idéologie communiste, elle, est basée sur une égalité sociale, la haine des bourgeois et une économie étatisée. Voilà, nous en avons fini avec ce chapitre sur les États totalitaires. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout.